Sud-Est, donc à l'action sociale. Et pour ce webinaire, je serai accompagnée de Cayola, Charlotte Bonaventura et Sandrine Ligonnet. Et tous les quatre, on va vous présenter donc l'ADH, l'accompagnement à domicile après hospitalisation, dans le cadre des Oscars. Ce que je voulais commencer par vous dire déjà en termes un petit peu de logistique, je vais vous demander de bien vouloir couper vos micros parce qu'on entend à certains endroits, il y a pas mal de bruit résiduel, et pour que tout le monde puisse entendre convenablement, je vous remercie de bien vouloir couper vos micros. On va vous dérouler une présentation. Alors, elle sera enregistrée et vous pourrez retrouver l'enregistrement dans le fil de la conversation de la réunion. Et donc, vous l'aurez à disposition si vous voulez après le partager avec des collègues qui n'auraient pas pu se connecter. Autre élément un petit peu de logistique, c'est on va vous faire la présentation. Ce qu'on vous propose, c'est d'inscrire vos questions au fil de l'eau dans le fil de discussion. Et à la fin de la réunion et du webinaire, on s'efforcera d'y répondre. Si on n'a pas la possibilité d'y répondre ou si on n'a pas le temps d'y répondre, on fera de toute manière un retour écrit de toutes ces questions qu'on vous mettra aussi à disposition. Donc voilà en termes de logistique. Pour introduire cette réunion, on est ravis de vous accueillir à ce webinaire. On va essayer d'être le plus synthétique et le plus précis possible. Si je remonte un petit peu l'historique, jusqu'à présent, c'était la RDH qui nous réunissait, là, de retour à domicile après hospitalisation. On avait des liens directs à travers les demandes que vous nous faisiez passer, mais vos interlocuteurs étaient beaucoup le service social de la CARSAT. Et il y a plusieurs événements qui ont fait que le lien s'est un petit peu distendu, à la fois le passage du Covid, et puis le fait que notre service social de la CARSAT du Sud-Est a été repositionné ou positionné sur d'autres missions qui touchent plutôt les actifs, alors que notre action sociale, à la CARSAT, s'adresse aux retraités du régime général. Et donc, l'arrivée de ce nouveau dispositif ADH est pour nous l'occasion de reprendre un petit peu le lien avec vous. Et ce webinaire, en fait, ce n'est que le démarrage en fait, des échanges. Et ça vous permet aussi de nous identifier et de ne pas hésiter à nous solliciter s'il y a besoin de précision, s'il y a besoin d'échanges un peu plus individualisés, je dis par établissement sanitaire, de manière à ce qu'on repositionne un petit peu notre offre de service. Donc, on est ravis de pouvoir vous présenter un petit peu les attendus donc, de ce nouveau dispositif, donc le dispositif ADH, qui devient donc l'accompagnement à domicile après hospitalisation, qui s'inscrit dans un contexte, et je vais rapidement vous donner ce contexte pour qu'on puisse passer ensuite au cœur du sujet et aux critères, aux modalités, à tout ce qui a trait donc, au dispositif en lui-même. Donc, ce dispositif, il s'inscrit dans la stratégie, encore une fois, merci de couper vos micros, il y a des fois des petits larcins. Donc, ce dispositif, il s'inscrit dans la stratégie du bien vieillir de l'action sociale. C'est l'assurance retraite qui, en plus des retraites, a souhaité accompagner les retraités qui sont encore autonomes. On est donc sur des aides qui sont extra-légales, c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que personne n'a cotisé pour de l'action sociale. C'est un choix de l'assurance retraite d'accompagner les personnes dans le cadre du bien vieillir. Et donc, ce bien vieillir, c'est une stratégie qui vise à faire en sorte que les retraités puissent rester autonomes le plus longtemps possible. Je vais passer rapidement sur les 3 paliers de cette stratégie. Le premier élément, ça consiste à faire de l'information et des conseils pour bien vivre sa retraite. L'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les personnes prennent toute conscience, humblement, prennent conscience du fait que l'autonomie, c'est un capital au même titre que la santé et qu'il appartient à tout le monde de le faire, de le maintenir. L'objectif, c'est pas d'être moralisateur, c'est plutôt d'informer. Et donc ça, c'est ce qu'on s'efforce de faire, notamment à travers des ateliers qui s'appellent Bienvenue à la retraite, qui visent à désacraliser le passage à la retraite et à informer sur toutes les aides que la CARSAT peut dispenser à partir du passage à la retraite. Deuxième palier de notre stratégie du bien vieillir sont les programmes partenariaux d'action collective de prévention. Une fois qu'on a pris conscience du fait que l'autonomie, c'était un capital que l'on détenait tous,
L'idée de ces programmes partenariaux d'action collective de prévention, c'est de dispenser un petit peu les bonnes pratiques, quels sont les comportements adaptés pour pouvoir préserver son autonomie le plus longtemps possible. Et troisième niveau d'accompagnement, et c'est celui qui nous réunit un peu plus précisément, c'est une fois que les premières fragilités ont commencé à se faire jour, où on rentre dans un accompagnement individuel avec articulé autour d'un dispositif qui s'appelle OSCAR. Donc OSCAR, c'est le successeur en fait des PAP que vous connaissiez, des plans d'aide personnalisés. OSCAR, c'est un plan d'aide personnalisé, mais qui a vocation à être un peu plus diversifié, selon des modalités d'accompagnement un peu plus diversifiées. OSCAR, pour information, c'est un acronyme, c'est Offre de services coordonnés pour l'accompagnement de ma retraite. Voilà. C'est dans ce cadre-là, en fait, que se déploie donc le troisième palier de la stratégie du bien vieillir. Et donc, ça s'inscrit toujours dans une logique de prévention. C'est-à-dire que ce dispositif OSCAR et toutes les offres adjacentes qui s'y rapportent, dont l'ADH, s'adressent à des personnes qui sont encore autonomes. Ça veut dire des personnes, et on le présente souvent comme ça, qui, sans nos aides, sont capables de continuer à se maintenir à domicile. L'objectif, encore une fois, c'est de leur apporter un soutien qui va leur permettre de préserver leur autonomie et de retarder la bascule dans la partie dépendance. Pour des personnes qui seraient déjà dépendantes, il est clair que nos offres ne sont pas opérantes. Elles sont trop limitées, elles ne sont pas assez adaptées, et c'est pour ça qu'il y a des aides légales telles que notamment l'APA, qui sont beaucoup plus appropriées à des personnes qui ont déjà basculé dans la dépendance. Et c'est pour ça que dans l'articulation, notre objectif, c'est vraiment d'arriver en amont et donc de cibler des personnes qui sont autonomes, mais dont les conditions de vie, les ressources, l'âge ou l'état de santé euh, peuvent provoquer des situations de fragilité. Et nos dispositifs se présentent plutôt comme des parcours avec majoritairement une évaluation globale des besoins à l'entrée de ce parcours, une sorte de check-up social, dont l'objectif est d'évaluer un petit peu la situation de la personne pour identifier les leviers qui vont permettre de préserver l'autonomie de ces retraités, prévenir les effets du vieillissement pour favoriser l'accompagnement à domicile. Et donc, cette introduction un petit peu longue pour vous dire que l'ADH, en fait, c'est un mini Oscar, en fait. C'est un plan d'aide de 3 mois qui vise à faire en sorte que la situation de fragilité inhérente à la situation de rupture qu'a constitué l'hospitalisation puisse être, entre guillemets, amortie par ce dispositif avec un élément de dispositif un petit peu différent de l'Oscar, c'est que l'évaluation des besoins, elle ne se fait pas au domicile par des évaluateurs qu'on aurait missionnés. C'est à vous qu'on a délégué cette mission de déterminer quels sont les besoins de la personne pour que quand elle retourne à domicile, quels sont les besoins de la personne, pardon, pour que quand elle retourne à domicile, elle puisse bénéficier de soutien dans sa vie quotidienne pour pas que l'hospitalisation marque une rupture et un glissement de l'autonomie vers la dépendance. Alors j'ai bien conscience que ce que je vous dis là est très théorique et que vous travaillez dans des conditions qui sont difficiles et loin de nous le propos qui consisterait à donner des leçons ou à, ou à être moralisateur. Encore une fois, l'objectif, c'est simplement de vous présenter vraiment les contours et les attendus de l'ADH, parce que, encore une fois, nos dispositifs, s'ils sont utilisés pour des personnes qui sont plus en situation de les utiliser, ben forcément, ils sont inopérants, ils ne sont pas assez étoffés, et tout ça. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de vous présenter le dispositif de manière à ce que vous puissiez y recourir et l'utiliser de la meilleure des façons possibles, à bon escient, pour vous et pour les retraités. Donc, je vais maintenant passer la parole à Charlotte Bonaventura qui va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet pour vous présenter donc l'ADH, cet Oscar de 3 mois, et commencer par les critères d'éligibilité. Tu l'as en grand, mais c'est projeté avec le petit. Je te calme pas. C'est pas tout. C'est bon. Ok. Donc bonjour à toutes et tous. Donc on va commencer. Donc,
parler de l'ADH. On est dans le vif du sujet. Donc, quels sont les critères d'éligibilité? Vous les connaissez, mais il y a quelques nouveautés qu'on va vous présenter. Donc, les sorties d'hospitalisation, donc c'est le cœur du sujet. Les nouveautés, maintenant, une sortie d'unité psychiatrique peut être prise en charge. De même que le passage aux urgences, qui était déjà le cas. Vous aviez l'habitude de nous solliciter dans ces situations, et également les interventions en ambulatoire et les hospitalisations à domicile, bien entendu sous la supervision d'un établissement de santé. Donc, il s'agit bien des assurés qui relèvent du régime général à titre principal et de la fonction publique, 55 ans et plus. Alors, quand on parle du régime général, ça intègre bien entendu les anciens assurés TI qui font maintenant partie du régime général. Donc, c'est régime général, régime TI et fonction publique qu'on peut prendre en charge. On a une délégation concernant la fonction publique d'État, vous le savez depuis quelques années maintenant. Donc, bien entendu, comme l'a évoqué Franck, il ne faut pas que les assurés bénéficient d'une aide légale à pas ou autre et qui ne relève pas, bien entendu, de ces aides. C'est-à-dire qu'un assuré relevant d'un GIR 1, 2, 3, 4 ne peut pas prétendre à une ADH de la CARSAT. Au niveau du lieu de résidence, on prend tous les résidents PACA et Corse, même si leur retraite est payée par une CARSAT extérieure, puisqu'on a parfois des interrogations à ce sujet. Donc, c'est bien le lieu de résidence qui détermine la compétence de chaque CARSAT. Et bien entendu, il faut qu'ils aient des difficultés pour leur retour à domicile, donc que ce soit en termes de mobilité, de réalisation des gestes de la vie quotidienne, un isolement géographique, social, familial ou autre. Donc tout est détaillé, ça c'est du classique, mais voilà, avec les nouveautés qui sont bien identifiées sur cette slide. Hop. Donc concernant toujours les critères d'éligibilité, donc, toute demande ADH doit faire l'objet de l'évaluation du GIR du bénéficiaire. Seuls les assurés, donc relevant d'un GIR 5 ou d'un GIR 6, peuvent prétendre à une prise en charge de notre part. La seule exception qui peut être faite, c'est qu'un assuré est géré en GIR 4, mais avec un pronostic de récupération en GIR 5 ou 6 à l'issue de l'ADH. Donc, par exemple, ça va être quelqu'un qui a un bras immobilisé, donc qui va être du coup dans l'incapacité de faire sa toilette, de s'habiller seul, mais qui, à l'issue des 3 mois de prise en charge, aura récupéré son autonomie et donc un GIR 5 ou un GIR 6. Les autres assurés, bien entendu, doivent être orientés vers le dispositif APA de chaque conseil départemental. Le bulletin d'hospitalisation n'est plus obligatoire, donc vous devez nous fournir simplement la demande ADH, mais veillez bien à apposer le cachet de l'établissement sur la demande, sinon on le retournera pour qu'il soit bien apposé. Et donc, autre nouveauté, la demande ADH peut être effectuée jusqu'à 15 jours après la sortie d'hospitalisation. Donc, pourquoi ce délai de 15 jours a été maintenant mis en place? Parce qu'on s'est rendu compte que vous n'êtes pas forcément présente sur les établissements chaque jour, que vous avez le droit, comme tout le monde, à prendre des jours de congé. Donc, il se peut que pendant ce temps-là, il y ait des sorties d'hospitalisation, des patients que vous ne voyez pas forcément. Et donc, il a été décidé au niveau national d'avoir un délai de 15 jours pour vous permettre de faire bénéficier d'une ADH tous les assurés qui seraient placés dans vos établissements hospitaliers. Concernant les modalités de prise en charge, donc là, on est sur du classique, on est sur une prise en charge de 3 mois effectifs. Simplement, il a été décidé pour des modalités, on va dire, de gestion facilitantes, que la date de début correspond bien à la date de sortie d'hospitalisation. C'est pour ça qu'on vous demande de bien la signaler sur la demande. Et on va calculer 3 mois pleins, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'au dernier jour du mois de fin de prise en charge. Donc, je vous ai mis un exemple, c'est beaucoup plus parlant. Une sortie d'hospitalisation, donc à aujourd'hui, 12 mars,
aura une date de fin de prise en charge au 30 juin. Ça facilite la saisie notamment des paiements pour les prestataires et la bascule des prises en charge avec une date de début de prise en charge au 1er du mois si l'assuré souhaite bénéficier d'un plan d'aide plus pérenne à l'issue de cette prise en charge temporaire. Donc l'ADH peut être accordée au maximum 2 fois par an. Alors quand on dit par an, on ne parle pas d'année civile, on parle bien d'une période de 12 mois. Donc un assuré qui aurait bénéficié d'une RDH en fin d'année 2023, puis d'une nouvelle RDH, on va dire là sur le mois de mars-juin, devra attendre le mois de décembre 2024 pour bénéficier à nouveau d'une prise en charge ADH. Voilà, donc on parle bien d'une période de 12 mois quand on dit 2 fois par an et non pas d'année civile. On le précise parce que c'est parfois des questions qui reviennent. Pour les assurés qui seraient déjà bénéficiaires d'un OSCAR, donc d'un plan d'aide en cours, l'ADH vient en complément de cette prise en charge, c'est-à-dire que ça n'est plus comme les plans d'aide, les PAP qui étaient en place avant les OSCAR, où là, la prise en charge était interrompue. Maintenant, l'ADH vient compléter cette prise en charge existante. Donc, si l'assuré bénéficie d'une prise en charge en cours, ce qui est intéressant pour vous, c'est de savoir quel est le prestataire qui intervient et savoir quelles prestations aussi sont mises en place. En plus des heures d'accompagnement, vous pouvez avoir déjà de la téléassistance qui est prise en charge sur le plan d'aide. Donc voilà, l'ADH, encore une fois, vient en complément et donc les heures se cumulent aussi par rapport à la prise en charge d'un an qui a été accordée initialement. Au niveau du contenu de l'offre ADH, donc il y a 2 composantes. Donc vous avez le forfait prévention qui est de 300 € et qui comprend différentes familles. Donc vous les voyez à l'écran. Donc dans les slides suivantes, on va vous faire une présentation plus précise de certaines de ces prestations pour vous apporter un éclairage complémentaire. Donc, vous connaissez les aides techniques, la téléassistance, les petits travaux, l'aide à la mobilité. On est parfois sollicité après le retour à domicile parce que les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas la possibilité forcément d'aller faire leurs courses de façon autonome et donc reviennent vers nous pour bénéficier de déplacements accompagnés. Vous avez la livraison de courses, portage de repas, mais également le mieux-être. Donc, le mieux-être, ça va être les dépenses de protection. Et après, d'autres aides du type soutien psychologique ou autre. Voilà, tout est décliné. Et vous avez donc, j'allais dire, le cœur du réacteur, c'est-à-dire les heures d'accompagnement, anciennement heures d'AMD. Mais ça comprend différentes aides. Donc, on part d'un item générique qui s'appelle heures d'accompagnement, mais qui couvre tout ce qui est entretien du logement, entretien du linge, les déplacements pédestres de proximité, que ce soit pour aller faire des courses à pied avec des assurés ou pour les sortir tout simplement parce qu'ils ont parfois besoin aussi, en termes de récupération, de mobiliser leurs jambes et de sortir un peu. L'aide à la préparation des repas, mais également l'accompagnement à la toilette. Donc, ça n'est pas la toilette qui est réservée, bien entendu, aux médicales et aux infirmières. Là, c'est un accompagnement, une surveillance à la toilette. Donc, toutes ces prestations sont regroupées sous l'item des heures d'accompagnement qui peuvent être accordées dans un maximum de 54 heures pour la période des 3 mois d'ADH. Au niveau de la participation financière et du paiement des prestations, alors comment ça se passe? On a vu qu'il y avait 2 composantes. Au niveau du forfait prévention, donc le forfait est pris en charge à 100% par l'assurance retraite dans la limite des 300 €. Donc quand on dit que c'est pris en charge, c'est bien entendu les prestations que la CARSAT accorde sont prises en charge. On verra tout à l'heure quand on déclinera les différentes prestations, comment ça se passe. Au niveau des heures d'accompagnement et de prévention, il y a bien entendu un reste à charge qui est calculé en fonction des ressources des bénéficiaires et selon un barème national qui est établi chaque année. Donc, on vous a mis les liens. Vous pourrez comme ça accéder directement sur nos sites. Et vous avez tous les éléments en votre possession. On vous a également mis le lien des prestataires conventionnés puisqu'on vous demande bien entendu d'aller
solliciter les prestataires conventionnés avec la CARSAT pour les assurés qui sortent d'ADH. Un cas exceptionnel, ça va être les zones blanches, c'est-à-dire les zones non couvertes par un prestataire conventionné. On sait que certains secteurs sont plus problématiques que d'autres. Et dans ce cas-là, on vous demande, lorsque vous faites la demande ADH, de bien nous indiquer qu'il n'y a aucun prestataire conventionné qui a pu répondre favorablement à votre demande de prise en charge des assurés. Et dans ce cas-là, on vous donnera en retour, on étudiera bien entendu le secteur et on vous donnera en retour le feu vert pour éventuellement passer par un prestataire non conventionné. Mais encore une fois, il s'agit des zones blanches, c'est-à-dire où aucun prestataire conventionné ne peut intervenir. Donc, si le prestataire est conventionné, bien entendu, c'est un système de tiers payant, c'est-à-dire que le prestataire va saisir sur un portail dédié la facturation et, bien entendu, le bénéficiaire, lui, devra régler au mensuel sa participation selon les heures réalisées à son domicile. Si le prestataire n'est pas conventionné, donc encore une fois, la fameuse zone blanche, charge à l'assuré de régler la totalité des heures réalisées, le montant total, et ensuite de nous faire parvenir les factures pour pouvoir être remboursé de la participation CARSAT. Donc là, on est sur un fonctionnement différent en fonction de conventionnés ou non conventionnés au niveau des prestataires, et donc peut-être des modalités un peu plus compliquées pour les bénéficiaires lorsqu'ils doivent faire l'avance en totalité des frais et attendre le remboursement selon leurs difficultés, leur aisance financière. Voilà, c'est parfois problématique. Au niveau du forfait prévention, donc si la prestation est versée directement aux bénéficiaires, que ce soit des aides techniques, des dépenses de protection ou autres, il faut savoir que le paiement se fait automatiquement dans le premier mois, on va dire, de début de prise en charge. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, un assuré a bénéficié d'une prise en charge au 4 mars. Il avait une prise en charge, je crois, pour de la téléassistance ou des aides techniques qui lui ont été versées directement. Le versement a été fait à notre niveau, généré automatiquement le 6 mars. Date de début le 4 mars, paiement le 6 mars. Donc c'est très très rapide au niveau du délai. Ensuite, il faut attendre que les délais bancaires fassent leur travail, on va dire. Mais grosso modo, l'assuré aura le montant versé sur son compte bancaire dans les premières semaines de sa prise en charge. Donc c'est le même compte bancaire que celui sur lequel il perçoit sa retraite. Donc, au niveau de la présentation, je pense à des modalités, critères, on a fait le tour. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de faire un zoom sur les différentes prestations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par ces prestations, leur définition et comment ça fonctionne, pour vous aider à mieux appréhender ces différentes prestations et comment les intégrer dans les ADH. Je vais laisser donc la parole à Sandrine Ligolet pour ce faire. Ligolet. C'est Charlotte. Bonjour à tous et toutes. Alors effectivement, comme vous l'a rappelé Charlotte, le but c'était vraiment de faire un zoom sur les différentes prestations, en plus des heures d'accompagnement et prévention que vous préconisez, qui peuvent être donc préconisées à hauteur de 54 heures sur les 3 mois. On a répertorié en fait toutes les prestations que l'on peut éventuellement, que vous pouvez préconiser dans le cadre d'un ADH. Alors, on parlait d'une ARDH, maintenant on parle d'un ADH. Alors, on a des petits problèmes en fait encore de mécanisme, enfin d'automatisme sur cette appellation. Toujours est-il, c'est que effectivement, ce qui nous paraissait intéressant, c'était de vous parler des prestations sur le forfait de prévention. Pour que vous puissiez éventuellement les préconiser dans le cadre de l'ADH, mais aussi pour avoir une connaissance plus importante du thésaurus des prestations de la CARSAT. Un petit rappel, j'ai vu passer déjà des questions dans le fil de conversation. On aura la possibilité d'y répondre en fin de webinaire. Donc, n'ayez pas peur, les réponses, elles seront faites. On vous en parlera ensemble.
La première prestation qui était intéressante à vous donner, c'est avec l'intitulé Assistance et sécurité. Quand on lit donc la définition qui est mise par la Caisse nationale, donc c'est l'installation et ou l'abonnement de matériel à domicile de la personne âgée destiné à signaler des situations de crise et d'assurer une veille téléphonique. Pardon. Il a été précisé par la Caisse nationale que cette prestation ne finance pas en fait l'installation, l'achat et l'abonnement d'un système d'alarme. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont démarchées par Verisure, hein, pour ne pas le nommer, notamment. Et en fait, il a bien été clairement dit par la Caisse nationale que cette prestation ne pouvait pas rentrer dans le cadre de cette assistance et sécurité que nous, communément, on appelle et que vous aussi vous appelez la téléassistance. Donc, ce mot n'apparaît même pas dans la définition. Donc, c'était important pour nous de pouvoir vous dire clairement ce à quoi ça correspond concrètement dans le cadre d'un ADH. Donc, la téléassistance, elle est possible. Donc, elle rentre dans le forfait de prévention. C'est donc, elle peut être octroyée à hauteur de 300 € sur les 3 mois. Sachant que s'il y a déjà un Oscar en cours et qu'il y a déjà cette prestation, on ne la mettra pas forcément sur l'ADH puisque ça fera un cumul et ce n'est pas forcément le nécessaire. Et on reviendra éventuellement vers vous de toute façon pour vous en informer en vous disant qu'il y a déjà un Oscar en cours avec la téléassistance et que dans ce cas, ça peut du coup jouer sur une autre prestation. Dans tous les cas, par rapport à cette prestation, ce qui va être intéressant, c'est de noter bien clairement le nom du prestataire. On prend en charge le coût de la prestation, ce qui équivaut à l'installation et à l'abonnement mensuel. Donc, ce sont des données à nous indiquer. Alors, cette prestation, pardon, elle peut être payée sous deux possibilités. Soit c'est le prestataire qui est conventionné avec la CARSAT et à ce moment-là, c'est ce que vous avez expliqué, Charlotte, on est dans le cas des 300 €, il y a une ligne budgétaire qui est allouée à ce prestataire conventionné et qui facturera chaque mois directement sur le PEPAS, le portail des partenaires Action sociale, qui est en lien directement avec nous. Donc, il facturera directement et du coup, l'assuré n'aura rien à payer jusqu'à hauteur des 300 €. Si le prestataire n'est pas conventionné, c'est directement un paiement auprès de l'assuré. Et comme vous l'a expliqué Charlotte, c'est dès la notification de l'ADH, le paiement se fait dans les 15 jours, on va dire, le temps que ce soit amorcé par le service comptable. Mais ce sera directement payé à l'assuré. Donc, c'est aussi... alors, ce qui est important à vous rappeler, c'est de bien donner l'information aux assurés, de conserver leurs factures dès lors qu'ils ont des paiements qui leur sont octroyés directement. Parce que nous, à l'issue des prises en charge, alors que ce soit un ADH ou un Oscar, donc des fois, ça prend beaucoup plus de temps que les 3 mois, à la fin d'une prise en charge, on va dire Oscar, principalement, on va réclamer, alors pas à tous, hein, mais pour certains, la plupart, on peut leur réclamer les factures dans le cadre d'un contrôle d'effectivité. Donc, c'est vraiment important, de préconiser correctement les prestations pour être sûr que les personnes vont bien les mettre en place parce que, et de plus qu'ils gardent leurs factures pour bien nous justifier de la bonne utilisation. Parce il est vrai que dans le cadre des contrôles d'effectivité, si la personne ne l'a pas utilisée, on leur demandera on va récupérer la somme qu'on leur a octroyée pour cette prestation qui n'aura pas été mise en place. Une autre prestation, on appelle ça les aides techniques. Alors, les aides techniques, c'est du matériel qui nous permet en fait, qui permet à la personne âgée de pouvoir sécuriser, on va dire, son domicile par des petites aides, du petit matériel, afin de limiter la perte d'autonomie et favoriser la sécurité dans le logement. Donc, ça englobe principalement la barre d'appui, le siège de bain. Alors, on a tout un catalogue sur lequel on s'est appuyé, qu'on va vous mettre à disposition, qui a été revu en 2024 pour vous informer des aides techniques qu'on finance, que la CARSAT finance, et aussi avec un montant dédié pour vous permettre de vraiment être au plus juste au niveau de l'enveloppe des 300 € et pouvoir permettre de ventiler, on va dire, les différentes prestations dans le cadre du forfait sur les différentes prestations que nous, on peut financer et qui vont pouvoir aider la personne à retrouver son autonomie, en tout cas à avancer dans cette préservation.
Donc, les aides techniques, on est sur l'achat du matériel. Donc, c'est principalement ce que je vous disais, des barres d'appui. Il y a toute une nomenclature qu'on va vous mettre à disposition. Ce qui va être intéressant sur l'imprimé ADH, c'est de bien nous spécifier la nature de l'aide. Parce que est-ce qu'il s'agit d'une barre d'appui? Est-ce qu'il s'agit d'un siège de bain? Nous, à l'issue de ce que je vous disais tout à l'heure pour le contrôle d'effectivité, quand on va aller vers la personne, on va lui dire, voilà, on vous a octroyé un financement pour une barre d'appui, on a besoin d'avoir les éléments, le justificatif. Et si on nous transmet le justificatif, pas de souci, mais si c'est pas le bon, enfin voilà, ça risque de poser souci. Donc, c'est vraiment important de nous dire pourquoi, sur quelle aide le financement a été fait. Et bien sûr, nous donner le coût de l'aide technique. Donc ça, vous l'aurez dans le catalogue. Et ça, principalement, il n'y a pas de prestataire qui va pouvoir forcément être désigné. Et donc, c'est le montant, le coût qui sera préconisé par vous, sera directement payé à l'assuré dès la notification de l'ADH. Alors, et complémentaire, le forfait, enfin la prestation petits travaux, en fait, ce sont tout ce qui est en fait c'est tout ce qui est pose et installation des aides techniques. Donc, pour qu'une personne puisse, pour qu'on puisse aider une personne âgée à sécuriser son logement, il faut d'abord qu'on lui propose d'acheter le matériel et en plus, après, qu'elle puisse l'installer ou le faire poser. Et donc, du coup, les petits travaux relaient cette prestation. Donc, ça peut être plein de petites choses à faire. Alors, bien sûr, ça va au-delà forcément de ce que vous pouvez voir quand vous avez la personne avec vous dans l'établissement de santé. Mais en tout cas, voilà, sachez-le, c'est quelque chose qui peut être du coup intéressant. Alors, ça peut vous intéresser dans le sens où la personne a besoin d'une barre d'appui. Il faudra effectivement qu'elle puisse la faire poser. Et donc, du coup, le coût des travaux pourra être financé dans le cadre des petits travaux dans le forfait de prévention sur l'ADH. Et ce sera un paiement direct à l'assuré, comme pour les aides techniques, parce qu'il n'y a pas de prestataire conventionné. Enfin, en tout cas, on n'a pas forcément, même si des SAD peuvent éventuellement aider à la pose, en tout cas, la personne peut prendre un artisan pour venir faire les travaux. Et donc, enfin, les travaux, la pose. Et en tout cas, on peut financer cette installation. Alors, ce qui est important aussi pour nous, et en fait, on s'est rendu compte que, alors, c'est un constat qu'on a fait par rapport aux ADH aux ARDH et aux ADH qu'on a reçus et pour lesquels on se disait qu'effectivement, peut-être il manquait de l'information sur certaines prestations, notamment l'aide au déplacement véhiculé. Alors, elle est sous l'intitulé aide à la mobilité. La Caisse nationale a scindé en fait plusieurs prestations dans l'aide à la mobilité. Elle a parlé des déplacements véhiculés et puis de l'aide au transport. Alors, nous, principalement, la CARSAT, avec vous, les établissements de santé, on s'est orienté plus sur les déplacements véhiculés qui sont en fait le fait pour un intervenant à domicile d'amener la personne, de l'emmener en voiture, que ce soit par une voiture de service ou le véhicule de l'intervenant, de pouvoir l'aider à se déplacer dans un secteur aux alentours de chez elle pour aller lui faire ses courses, pour aller à la pharmacie lui chercher ses médicaments, pour l'emmener à un rendez-vous médical pour que ce soit éventuellement voir son médecin traitant. Enfin, en fait, c'est plein de petits déplacements qui vont aider la personne âgée à pouvoir continuer à vivre sereinement et ne pas se soucier de prendre forcément, de trouver d'autres intervenants pour qu'elle puisse se déplacer ou qu'elle ne puisse pas se déplacer. Alors, il est vrai que la Caisse nationale a souhaité donner l'information que ce service de déplacement accompagné ne se substitue pas au transport sanitaire léger. Bien sûr, quand la personne elle a d'autres besoins qui sont des allers-retours, des consultations à l'hôpital ou des traitements qu'elle fait à l'hôpital, là, on passe par des VSL et ce n'est pas le même financement, c'est la CPAM, donc c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans le même registre. Et
l'information qui était aussi importante à vous donner, c'est que la Caisse nationale a précisé aussi que le remboursement de tickets à l'unité ou d'abonnement pour l'utilisation des transports en commun ne rentre pas dans la prestation des déplacements accompagnés véhiculés. Parce qu'on est vraiment avec un véhicule de la structure du SAD ou de l'intervenante qui va du coup, ou du bénéficiaire, pardon, et qui va du coup pouvoir emmener la personne voilà, à des petits endroits stratégiques qui vont lui permettre de favoriser son quotidien. Cette prestation, là où pour nous ça va être intéressant et important, c'est que sur l'imprimé ADH, il nous faudra le nom du prestataire, le coût de la prestation et le nombre de déplacements pour la durée ADH. Alors, on vous a indiqué qu'effectivement, nous, les heures de déplacement, enfin l'aide au déplacement véhiculé, les calculer en nombre d'heures sur le taux horaire qui est actuellement de 26,30. Donc, ce qui veut dire que sur les 3 mois maximum, la personne va pouvoir bénéficier d'aide au déplacement véhiculé. Comme c'est l'enveloppe des 300 €, elle va pouvoir bénéficier d'un maximum de 11 heures sur les 3 mois. Ça veut dire que si vous avez à préconiser en fonction des besoins, voilà, le maximum, en tout cas pour cette prestation, elle sera de 11 heures sur les 3 mois. Toujours la même chose, c'est-à-dire 2 possibilités. Soit vous passez par un prestataire conventionné, et à ce moment-là, c'est lui qui aura une ligne budgétaire sur le portail partenaire Action sociale et qui pourra facturer sur ce portail les déplacements qui seront faits mensuellement. Soit il n'y a pas de prestataire conventionné, c'est payé directement à l'assuré dès la notification de l'ADH. Avec toujours l'information à donner à l'assuré de bien conserver ses factures si on lui demande de justifier dans le cadre du contrôle d'effectivité. Ce qui était important aussi pour nous, c'était de vous parler des repas pris en structure. C'est une prestation qui est proposée dans notre thésaurus. Ça permet en fait à une personne autonome qui ne réside pas dans une résidence, dans un foyer logement ou dans un EHPAD, mais qui lui permet, dans le cadre du maintien du lien social, de venir prendre ses repas dans ces structures. Et donc, c'est un vrai enjeu pour nous, puisqu'on sait que pour préserver l'autonomie des personnes à domicile, il faut les faire sortir de chez elles. Et donc, c'est un objectif qui est assez intéressant. Et du coup, c'est intéressant aussi pour nous aujourd'hui de pouvoir vous donner cette information. Donc, dans le cadre de l'ADH, vous pouvez proposer effectivement, si la personne va déjà prendre ses repas en structure, ou en tout cas, elle a la possibilité, c'est surtout de nous indiquer le nombre de repas par mois et le coût unitaire du repas. Ce sera payé directement à l'assuré dès la notification de l'ADH, donc dans un montant global de 300 € maximum. La livraison de courses, alors, elle est rarement proposée sur les ARDH et les ADH. Donc, c'était intéressant aussi pour nous de vous en faire un écho. Il ne s'agit pas d'une aide aux courses, c'est vraiment la livraison. Donc, alors peut-être que ce n'est pas encore dans l'air du temps. Mais en tout cas, nous, on le voit, ça devient de plus en plus fréquent au niveau des Oscars, au niveau de cette livraison de courses ou de médicaments. Alors, c'est là où ça peut être intéressant de le proposer à la personne, parce que il faut peut-être qu'elle aille chercher effectivement ses médicaments. Si elle n'a pas la possibilité de se déplacer, elle peut se les faire livrer. Donc, voilà, c'était intéressant pour nous de vous parler de cette prestation. Alors, toujours pareil, il nous faudra le nom du prestataire, le coût de la prestation et le nombre de livraisons pour la durée ADH. Et le paiement sera fait de façon automatique et directe à l'assuré sur son compte bancaire qui est rattaché au compte pour lequel il paye sa retraite. Le portage de repas. Le portage de repas. Alors, ce qui est intéressant à vous rappeler, ou en tout cas à vous informer, c'est vrai que historiquement, la CARSAT Sud-Est s'était positionnée pour, à l'époque où on mettait en place les ARDH à 1 800 € sur les 3 mois, s'était positionnée à l'inverse de la Caisse nationale, de ce que souhaitait la Caisse nationale. Sur le fait qu'on entendait comme portage de repas le financement du portage et le financement du repas.
Et puis, on a été rattrapé par la Caisse nationale qui nous a dit que ce n'était pas forcément cette pratique qu'il fallait mettre en place. Donc, on est revenu sur notre positionnement et donc, du coup, on a appliqué la mesure nationale qui avait été octroyée, informée, dite depuis de nombreuses années. Donc, aujourd'hui, on est calé sur le national, à savoir que le service de portage de repas assure uniquement la préparation et la livraison de repas chauds ou froids. Et en fait, c'est uniquement le coût du port, de la livraison, qui est financé dans le forfait de prévention, dans le portage de repas, à hauteur de 300 € sur les 3 mois de l'ADH. Ce qui veut dire qu'il y aura toujours un reste à charge sur un reste à charge pour le bénéficiaire sur le coût du repas. Donc, la même chose pour cette prestation. Il faudra le nom du prestataire, le coût de la livraison par repas et le nombre de livraisons de repas pour la durée ADH. Deux cas de figure toujours. Si le prestataire est conventionné, on lui allouera une ligne budgétaire et il facturera directement sur le PEPAS. S'il n'y a pas de prestataire conventionné, on passera directement par un paiement automatique auprès de l'assuré qui gérera après du coup le coût directement avec le prestataire qu'il aura trouvé. À savoir que si le prestataire ne fait pas de distinguo entre le coût de la livraison et le coût du repas, on a plafonné à 5 € maximum la livraison. Et donc, vous pouvez mettre en place ce plafond si vous n'avez pas l'information auprès du prestataire de le distinguo entre le coût de la livraison et le coût du repas. Dernière prestation sur le forfait de prévention qui était intéressant, c'est le mieux-être. Alors, le mieux-être, on a ouvert la fenêtre de cette prestation sur notamment tout ce qui est pédicurie. Alors, c'était le cas il y a très, très longtemps et maintenant, c'est revenu, on l'a réintégré dans notre thésaurus. Et puis, on prend en charge aussi la coiffure et l'esthétique à domicile. Et notamment, enfin, ce qui est aussi communément préconisé, ce sont les protections, voilà, tout ce qui est protection pour la personne âgée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans le cas de la pédicurie, il peut y avoir des financements qui sont faits directement par la CEPAM notamment, ou les mutuelles. Donc, dès lors qu'il y aura un autre organisme qui prendra en charge le financement, effectivement, il faut juste s'attacher à ce que la CARSAT ne fasse pas un double financement. Et donc, du coup, de plutôt orienter notre financement sur d'autres prestations si éventuellement la personne a déjà une prise en charge pour la pédicurie par la CEPAM, où il rentre déjà avec sa mutuelle, par exemple. Dans tous les cas, sur l'imprimé ADH, il sera intéressant de nous donner la nature de la prestation, comme pour l'aide technique, c'est-à-dire vraiment nous préciser sur quoi on est, le coût unitaire de la prestation et le nombre sur la durée ADH. Et le paiement sera fait directement à l'assuré sur son compte dès la notification de l'ADH. Voilà, donc moi j'en ai fini avec les différentes prestations. Vous retrouvez de toute façon ce webinaire, enfin les slides qu'on vient de vous présenter, vous les aurez directement, on va vous les envoyer par mail. Et là, on va passer directement sur les imprimés, vous expliquer un petit peu plus en détail les attendus sur la saisie des imprimés pour nous permettre d'avoir un échange beaucoup plus serein entre vous et nous et mettre en place plus rapidement les prestations et la prise en charge au niveau de l'ADH pour les assurés. Je vous remercie. Alors, moi, je vais vous parler principalement des imprimés. Donc, il existe 2 imprimés qui sont à votre disposition. Donc, le premier, c'est un imprimé donc, interrégime. Donc, c'est vraiment pour les retraités du régime général de la MSA, de la CNRACL et des actifs CEPAM. Donc, ce qui est important, c'est que certes, c'est le même formulaire, mais la demande doit être envoyée à la caisse de retraite compétente. C'est-à-dire que si la personne dépend de la MSA, même si c'est le même formulaire, la demande devra être envoyée à la MSA. Nous acceptons uniquement les demandes pour ce formulaire pour les retraités du régime général et, comme a dit précédemment Charlotte Bonaventura,
tous les travailleurs indépendants. Donc, ce formulaire, si le conjoint ou la conjointe est hébergé en EHPAD, il est important que vous, déjà de nous communiquer l'information et par la suite de nous envoyer la facture d'EHPAD pour qu'on puisse réduire en fait les ressources et que donc le taux de participation de l'assuré pour les heures d'accompagnement soit diminué et que la personne puisse bénéficier en fait d'un taux qui correspond aux besoins, qui correspond à ses ressources actuelles. Le deuxième imprimé, donc c'est le formulaire pour les retraités de la fonction publique. Donc ça, c'est important de savoir que nous, on a la délégation pour pour la gestion des dossiers de fonction publique, mais nous n'avons pas la main sur les formulaires et c'est pas nous qui nous occupons des paiements et c'est surtout pas nous qui demandons en fait les documents. C'est-à-dire que c'est la fonction publique qui nous demande de vous demander le RIB et le titre de pension lorsqu'en fait vous faites une demande ADH. Pareil, lorsque le conjoint ou la conjointe est hébergé en EHPAD, c'est important de joindre également à la demande une facture pour que nous puissions diminuer le taux de participation. Donc, c'était important pour moi de faire un zoom en fait sur les différentes informations à renseigner sur les différents formulaires. Qu'en fait, ça fait quelques semaines que nous listons en fait tous les motifs qui engendrent des instances dans le traitement des ADH. Et donc, c'était pour moi important en fait de mettre de zoomer sur les différentes, sur les comment dire, les catégories, je n'ai plus le mot, les items à renseigner. Donc, la première chose, c'est très important lorsque vous complétez le dossier de renseigner la situation familiale. Si la personne est mariée, si elle est en couple, si elle est en concubinage ou si elle est célibataire, divorcée ou veuve. Pourquoi c'est important? Parce que après, dans le formulaire, on vous demande les ressources. Et si nous n'avons pas donc toutes les informations, ça va avoir un impact sur le taux de participation. Parce que pour calculer le taux de participation, il nous faut la situation de la personne et les ressources, et en fonction, on calcule le taux de participation. Donc, si les informations ne sont pas renseignées, on sera obligé de mettre le dossier en instance et de vous demander des informations complémentaires. Et donc, ça va ralentir en fait le traitement de l'ADH. Donc, c'est pour ça que c'est important que nous connaissions la situation de la famille, parce que même si derrière, on va vérifier sur nos applicatifs retraite, des fois, nous n'avons pas, en fait, des fois, ça n'a pas été mis à jour, nous n'avons pas les bonnes informations. Donc, ça, c'est vraiment très important. Lorsque vous complétez les coordonnées, donc l'adresse, c'est important de cocher s'il est à domicile, donc maison secondaire ou maison principale ou chez un tiers. C'est pareil, en fait, c'est important pour nous parce que lorsqu'on va vérifier la compétence de la personne, on va vérifier l'adresse sur nos applicatifs retraite. Et des fois, les retraites ne sont pas mises à jour. Et donc, c'est lorsque les adresses sont différentes, on est obligé de mettre le dossier en instance et de vous demander. Lorsque vous cochez, en fait, vous cochez que la personne, c'est son domicile et que nous, l'adresse ne correspond pas, on pourra traiter l'ADH. Et après, lorsqu'on vous renverra la notification accord, on vous enverra un signalement pour que vous puissiez dire à l'assuré de prendre contact avec le service retraite pour qu'il puisse mettre à jour son adresse. Ce qui est important de savoir également, c'est que lorsque la personne va chez un tiers le temps de l'ADH, nous devrons diminuer en fait les heures d'accompagnement à 30 heures sur les 3 mois. Donc voilà, ça c'est important de savoir en fait la situation de la personne pour pouvoir traiter en fait l'ADH dès que nous la recevons et donc le plus vite possible. Donc c'est toujours dans l'intérêt de l'assuré. Donc après sur la deuxième page, ce qui est important donc c'est de renseigner les aides du demandeur, forcément de savoir si la personne
Si la personne a déjà donc des aides du conseil départemental ou alors des prestations de compensation du handicap et de savoir si c'est en cours ou pas. La deuxième chose, c'est donc de renseigner les revenus du demandeur. Lorsque la personne donc, est en concubinage ou est mariée, c'est important de renseigner les ressources du couple. Comme je disais précédemment, lorsque vous renseignez la situation familiale, il faut que les ressources correspondent à la situation de la personne. Parce qu'en fait, ça va avoir un impact, comme je vous l'ai dit précédemment, sur le taux de participation. Et la dernière chose, c'est de compléter la date prévisionnelle de sortie et le GIR. Pourquoi la date prévisionnelle de sortie? Parce que c'est à cette date que nous commençons le plan d'aide. Donc, si nous ne connaissons pas cette date, nous ne pourrons pas mettre en place l'ADH sans la date de début. Et pareil pour le GIR, c'est-à-dire que sans le GIR, nous ne pourrons pas traiter la demande. Il faudra mettre une instance et vous demander. Voilà. Et le dernier zoom à voir, c'est, alors là, vraiment, je parle principalement pour les formulaires interministériels parce que généralement sur les formulaires sur le formulaire interrégime, ça ne se voit pas, mais ce formulaire-là, comme je vous l'ai dit précédemment, on n'a pas la possibilité de le modifier. Et donc, si vous voyez donc, dans les encadrés rouges, il y a marqué que vous indiquez le prestataire s'il est connu. Alors, nous, c'est obligatoire, c'est-à-dire que lorsque vous faites une demande ADH, vous devez contacter le prestataire pour savoir s'il est disponible pour l'intervention. Donc, si vous n'avez pas eu le prestataire, vous ne pouvez pas nous envoyer la demande ADH. Donc, lorsque vous nous envoyez la demande, il est obligatoire d'indiquer le prestataire et il est également obligatoire d'indiquer la quantité pour la période et le tarif unitaire pour les différentes prestations. Sans ça, on sera également obligé de mettre le dossier en instance et de vous poser la question. Donc voilà, ça c'était important de le mentionner parce que je sais que c'est marqué facultatif ou s'il est connu, mais nous, on ne peut pas traiter la demande sans ces informations. Exactement. Donc, maintenant, je vais vous parler de la nouvelle procédure ADH. Donc ça, ce qui est important, c'est que cette procédure, elle est mise en place uniquement pour les primo-demandeurs, c'est-à-dire lorsque la personne a rien, et donc on va lui créer une ADH. Si la personne a un OSCAR et donc on vient rajouter une ADH, cette procédure n'est pas mise en place, c'est-à-dire que la personne va avoir une ADH, le temps sur l'OSCAR, et lorsque l'ADH se terminera, l'OSCAR continuera. Donc, la nouvelle procédure, c'est-à-dire que, c'est une réactivation des appels téléphoniques auprès des retraités. Donc, cette modalité avait déjà été mise en place dès la création du dispositif ADH avec le service social de la CARSAT. Donc, c'est le service contacter les personnes après la mise en place de l'ADH pour savoir si s'assurer de la mise en place de l'ADH. Lors du désengagement du service social, nous avons donc dû arrêter, ils ont arrêté ces appels et pendant une période, il n'y a pas eu d'appel. Et là, donc, maintenant, la CNAV a souhaité mobiliser un intervenant social pour réaliser des appels téléphoniques auprès des retraités. Donc, il y a 2 appels maintenant. Le premier appel, c'est dans la semaine du retour à domicile. Donc, lorsque l'ADH est mise en place, nous signalons en fait auprès d'une structure évaluatrice et une personne va contacter l'assuré pour s'assurer de la mise en place de l'ADH. Donc, ce qui est important également de savoir, c'est que ce n'est pas un travailleur social, c'est vraiment une personne qui a été désignée par la structure évaluatrice pour contacter les assurés, pour savoir si l'ADH correspond aux besoins et si elle a été mise en place avec le bon prestataire qui est mentionné sur l'ADH. Le deuxième appel, c'est 1 mois et demi après le premier appel pour envisager en fait cette suite ADH avec l'envoi ou pas d'une demande d'aide à l'autonomie.
Donc, les attendus pour le traitement des ADH, donc il y a 3 attendus. Tout d'abord, c'est donc de préciser si l'assuré retourne à son domicile ou à une maison secondaire ou chez un tiers. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez la possibilité de le mentionner sur le formulaire d'interrégime. Donc, si l'assuré réside chez un tiers aidant, comme je vous l'ai dit précédemment, on réduira le nombre d'heures d'accompagnement à 30 heures sur les 3 mois. Ce qui est important aussi de dire, c'est que pour l'ADH, nous acceptons que la personne aille chez un tiers aidant ou aille dans sa résidence secondaire si elle est adaptée à ses besoins. Par contre, s'il y a une suite ADH, la demande devra être faite sur la résidence principale. La deuxième chose, c'est donc de contacter le CSAD, donc un SAD conventionné, avant d'envoyer la demande ADH, de savoir si la structure est en capacité d'intervenir auprès du retraité. Et la dernière chose, c'est donc de renseigner systématiquement le tarif unitaire horaire pour chaque prestation sur le régime, sur le formulaire interrégime, sur le formulaire fonction publique et ainsi que le nom du prestataire. Le prestataire pour les heures d'accompagnement doit être conventionné. Et là, donc, nous avons un peu listé différentes questions que l'on peut avoir en fait sur la boîte mail ARDH. Donc, la première question, c'est sur les plafonds de ressources. Donc, il faut savoir que nous n'avons plus de plafond de ressources et que les barèmes sont disponibles sur le site CARSAT Sud-Est. Vous avez le lien. La deuxième chose, c'est les portages de repas. Donc, comme l'a dit précédemment Sandrine Ligonnet, nous prenons en charge uniquement le coût de la livraison, plafonné à 5 € dans la limite des 300 €. Pour tout ce qui va être aide technique, donc, lorsque vous faites la demande, on ne sollicite pas de devis, mais par contre, il faut vraiment communiquer aux assurés de bien conserver leur facture si un contrôle d'effectivité se fera. Pour le choix des prestataires, donc ça, c'est uniquement si, par exemple, la personne a déjà un Oscar et donc on vient de rajouter un ADH. Lorsque vous allez contacter le SAD pour savoir en fait s'il est en capacité d'intervenir sur l'Oscar et sur l'ADH et que le SAD dit qu'il ne peut pas, qu'il est complet, vous avez la possibilité de nous communiquer un autre prestataire. Par contre, il faut l'indiquer sur la demande. Nous, après donc l'accord, on enverra un mail à ce prestataire pour lui dire qu'il est uniquement, il doit uniquement intervenir sur la période de l'ADH. Et lorsque l'ADH se terminera, il devra arrêter les interventions parce que la personne a déjà un Oscar avec un autre intervenant et que c'est l'autre intervenant qui sera payé par la suite. Pour tout ce qui va être donc signalement de situations particulières, c'est intéressant donc de nous faire remonter des situations particulières nécessitant un suivi social. Donc, lorsque vous envoyez la demande, vous pouvez, dans le corps du mail, nous préciser en fait les différentes problématiques et nous, on fera un signalement vers le service social de la CARSAT. Pour tout ce qui va être adresse, donc comme je vous l'ai dit précédemment, il est possible d'accorder un ADH à une adresse différente de l'adresse de résidence principale, donc chez un tiers aidant ou une résidence secondaire. Mais par contre, par la suite, si la personne souhaite continuer les aides avec un Oscar de 1 an, il devra donc retourner à sa résidence principale. Pour tout ce qui va être motif d'hospitalisation non pris en charge par l'ADH, donc nous avons maintenant la dialyse et les consultations. Voilà, je vous laisse. Voilà, merci à toutes les trois pour toutes ces précisions. Merci à vous pour votre attention. Donc, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées dans le fil de la conversation. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va toutes les relever et on y répondra. L'objectif était de ne pas vous prendre trop de temps aujourd'hui. Ce que je voulais faire déjà, c'était récapituler certaines choses.
Premièrement, on a bien conscience que tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, ce sont des approches théoriques, hein. Nous, on traite les ADH que vous nous envoyez et on sait que vous les attribuez dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales. On a parfaitement conscience. L'objectif aujourd'hui aussi, c'était à la fois de vous redonner quel était le rôle de l'ADH, qu'est-ce que la CNAV avait comme doctrine quand elle a élaboré cette ADH. Et deuxièmement, c'était que vous puissiez à nouveau nous identifier. Alors bien sûr, vous nous envoyez les demandes, mais que vous puissiez nous identifier pour que à chaque fois qu'il y a des problématiques particulières, vous puissiez nous les faire remonter. Et c'est à travers cet échange qu'on pourra répondre au mieux aux situations des personnes. Premier point donc à retenir, c'est que l'ADH, c'est bien dans le cas, ça s'inscrit bien dans le cadre du bien vieillir. On est bien sur une prise en charge qui concerne des personnes qui sont autonomes et on ne peut pas utiliser cet accompagnement pour autre chose que ce qu'il est. C'est-à-dire que ça ne répondra pas à des besoins de personnes qui ont une autonomie qui est trop altérée, enfin qui ont basculé dans la dépendance. On est juste sur un accompagnement, sur le fait de mettre un peu le pied à l'étrier pour que les personnes puissent disposer d'aide. Mais on a bien conscience qu'elles ne peuvent pas couvrir l'intégralité des besoins, qui plus est quand ça s'adresse à des personnes qui sont plus autonomes. Et on est bien dans des logiques de parcours, c'est-à-dire que 80% des ADH que vous sollicitez s'adressent à des personnes qui n'ont pas déjà un Oscar. Donc c'est pour nous l'occasion de les faire rentrer dans un accompagnement plus pérenne, d'où l'intérêt dans l'ADH d'avoir réinstauré les appels alors qui précédemment étaient faits par les assistantes sociales du service social et qui maintenant sont réalisés par un partenaire évaluateur, mais ce ne sont pas des travailleurs sociaux qui interviennent. L'objectif, ce n'est pas de revenir sur le plan d'aide ADH que vous avez préconisé. C'est juste, premier appel, de s'assurer qu'il est mis en place. Et deuxième appel, c'est de se projeter sur la suite. Est-ce qu'il y a nécessité de basculer sur un accompagnement plus pérenne dans le cadre de l'Oscar? C'est ça la logique de parcours. Ce qui était important, c'était de vous repréciser bien les critères avec l'ouverture dans le cadre de l'ADH, notamment aux pathologies psychiatriques. Et pour répondre à une question qui a été posée, bien sûr, ça peut concerner les centres hospitaliers psychiatriques, mais encore une fois, le fondement de la sollicitation d'un ADH, c'est le conventionnement avec la CARSAT. Donc, normalement, autour de l'écran, il n'y a que des personnes qui appartiennent à des établissements qui sont conventionnés avec la CARSAT. Si ce n'est pas le cas, ben, on est vos interlocuteurs pour envisager un conventionnement. Hein. Donc, élargissement de la population qui peut prétendre à un ADH. Après, ce qui était important, c'est de noter dans le passage de la RDH à l'ADH le fait qu'il y a eu une évolution dans le contenu de l'offre où on est passé de 60 heures à 54 heures, mais de 200 € à 300 € de forfait de prévention. Pourquoi? C'est pas juste une vue de l'esprit, c'est que quand on regarde au niveau national la consommation, parce que ce qui est important, c'est pas uniquement, et je pense que je prêche des convaincus, c'est pas uniquement qu'il y ait un ADH qui soit sollicité, que nous on le traite, et qu'on le notifie en se disant le travail est fait. Non, ce qu'on remarque, c'est que nos ADH, et précédemment les ARDH, sont peu consommés. C'est-à-dire qu'on est autour de 35 à 40% de consommation. Alors bien sûr, c'est parce qu'il y a du reste à charge, mais c'est aussi parce que peut-être que les personnes, et on l'observe aussi dans le cadre des Oscars, hein, sollicitent toujours le maximum en se disant ça me fait une petite réserve au cas où j'aurais besoin de mobiliser les aides. Sachez qu'en tout cas, ces aides, elles sont peu mobilisées, d'où l'intérêt aujourd'hui de vous rappeler bien le canevas de l'ADH avec les différentes articulations qui sont possibles et c'est ce qu'a fait Sandrine, de vous rappeler aussi toutes les typologies de prestations qui peuvent être mobilisées pour répondre au mieux aux besoins réels des personnes. Ce qu'on observe, c'est qu'on a souvent des ADH qui sont assez copies conformes les unes des autres. On comprend totalement pourquoi ça se fait comme ça, mais sachez que vous avez aussi à votre disposition d'autres typologies de prestations qui peuvent être mobilisées. Et on a vu dans le cadre des Oscars que c'est en travaillant là-dessus qu'on répondait aussi peut-être mieux aux besoins des personnes et que les aides étaient plus mobilisées quand on sortait des fois du tronc commun un petit peu classique. Donc, j'ai parlé de l'accompagnement. Et dernier point qui est important aussi, c'est que il est important que vous nous apportiez le maximum d'informations sur les formulaires. C'est ce que c'est efforcé de vous dire, Julie. Pourquoi? Parce que ça évite
qu'il y ait ces ping-pong, vous êtes largement mobilisé par vos activités. L'intérêt de l'ADH, c'est quand même sa réactivité. C'est qu'en gros, en 48 heures, ça peut être mis en place, à condition qu'on ait toutes les informations. Quand on parle de la désignation du prestataire et qu'il est important d'avoir vérifié en amont qu'il puisse intervenir, pourquoi? Ben, c'est parce que nous, on n'a pas le droit de déterminer un prestataire. C'est les règles de concurrence qui nous interdisent ça. Et donc, c'est important que vous l'ayez désigné à votre niveau et qu'il soit disponible pour intervenir de manière à ce que la personne puisse bénéficier des aides. Donc, il est vraiment important qu'on ait bien toutes ces informations de manière à ce que l'ADH puisse être mise en œuvre et réellement consommée par les personnes, parce que c'est vraiment là l'intérêt de ce dispositif. Et autre point que j'ai vu aussi dans les questions, quand on parle des modalités, avec ces deux notions d'heures d'accompagnement et de forfait de prévention. Le forfait de prévention, c'est quand même un petit peu nouveau. Et le forfait de prévention, il est mobilisable jusqu'à concurrence de 300 € sans reste à charge pour la personne. Ça veut dire que si ce que vous préconisez est inférieur à 300 €, vous n'êtes pas obligé de préconiser 300 €. Si une personne a de la téléassistance et que ça coûte 10 € par mois pendant 12 mois, ben, enfin là, ça va pendant 3 mois, ben, ça va être 30 €. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez moduler dans le forfait de prévention le montant que vous accordez à chacune des prestations. Ce qu'on vous a présenté, c'est que ça va jusqu'à un maximum de 300 €. Donc, vous n'êtes, par exemple, pour une aide technique, vous n'êtes pas obligé de dire il y a une aide technique et je mets 300 €. Non, si l'aide technique, elle coûte 50 €, ben, vous mettez 50 € et ça laisse ça maintient du forfait sur les petits travaux qui vont permettre de mobiliser quelqu'un pour venir installer, par exemple, une barre d'appui. Donc, voilà les informations qu'on voulait vous mettre à disposition. On a quelques questions auxquelles on peut répondre en direct. Alors, lesquelles vous avez sélectionnées? Je pense qu'on peut peut-être, on n'en a pas beaucoup. Je pense que c'est intéressant de pouvoir approfondir en fait. Donc, on va vous mobiliser peut-être encore un petit peu de temps. Donc, sur les questions qu'on avait. Alors, donc là, oui, faut-il un certificat? Voilà, faut-il un certificat médical pour évoquer le pronostic de récupération? Donc là, on est dans les GIR 4 qui sont ponctuellement, je dirais, GIR 4 et qui après on peut faire le pronostic qui vont recouvrer leur autonomie. Donc là, il n'y a pas besoin de fournir un certificat médical, c'est du déclaratif. Nous, on vous fait confiance. Ce qu'il faut, c'est que vous vous assuriez bien qu'on est bien sur une personne qui est autonome, qui, du fait de son hospitalisation, peut avoir ponctuellement une perte d'autonomie. C'est tout l'intérêt de l'ADH, c'est de compenser ça. Par contre, il n'est pas nécessaire d'apporter un justificatif particulier. Nous, on vous sensibilise là-dessus. C'est à vous, on vous fait confiance sur l'appréciation que vous avez de la situation. Bonjour, est-ce qu'une modification de l'ADH peut se faire dans les 15 jours aussi avec un rajout d'une prestation, par exemple? Donc là, oui. Oui. Encore une fois, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué dans le petit récap que j'ai fait. Comme on sait que, par exemple, pour un passage aux urgences, tout ça, c'est compliqué des fois pour une personne de pouvoir mobiliser l'ADH. C'est pour ça que la CNAV, l'assurance retraite, a décidé de dire ben, on laisse un laps de temps de 15 jours pour permettre à la personne de pouvoir interagir avec vous de manière à pouvoir solliciter l'ADH. C'est aussi pour ça que d'un point de vue sémantique, on n'est plus seulement sur une aide au retour à domicile après hospitalisation, mais on est bien sur une logique d'accompagnement après hospitalisation. Donc, on est toujours sur des logiques de réactivité, mais on peut élargir à 15 jours, au même titre que, pour répondre à la question, si dans les 15 jours, il apparaît que, parce que vous avez peut-être un échange avec la personne, il convient de faire évoluer les prestations de l'ADH, vous pouvez nous le signaler, oui, même au-delà des 15 jours. Encore une fois, ça fait partie des interactions qu'on peut avoir tous ensemble. Lors d'une sortie d'un patient, il y a donc possibilité de faire l'ADH dans les 15 jours. Est-ce que la demande doit être obligatoirement initiée par l'établissement hospitalier ou
peut-elle être initiée par des travailleurs sociaux, secteur, par exemple, non. Là, c'est bien pour ça qu'il y a une convention, hein, et je l'ai évoqué un petit peu au départ, c'est-à-dire que, en fait, la convention qui relie l'établissement hospitalier sanitaire avec la CARSAT, c'est de dire, en fait, on vous délègue l'évaluation des besoins de la personne. Donc, c'est important que ça soit fait au niveau de l'établissement. Nous, on n'est pas compétents, on n'est pas des travailleurs sociaux et en plus, on n'a pas eu de lien avec la personne. Donc, il est important que l'ADH émane de l'établissement sanitaire. Quand on est sur des logiques de sollicitation par des CLIC, des CCAS ou toute autre structure, là, on bascule sur des demandes classiques. Maintenant, vous savez que ça ne s'appelle plus les demandes pour le bien vieillir, ça s'appelle les demandes d'aide à l'autonomie. Et donc là, on bascule sur des demandes classiques. L'ADH en unité psychiatrique, OK, et en hospitalisation dans un centre hospitalier psychiatrique, point d'interrogation. Donc, c'est ce que je viens de dire. Oui, c'est possible, à condition que l'établissement sanitaire, le centre hospitalier psychiatrique soit conventionné avec la CARSAT. Télé alarme, 20 € par mois, installation gratuite, donc 300 € dépasse largement le budget. Et oui, donc c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'est pas, dans la préconisation, il n'est pas nécessaire de préconiser 300 €, mais là, ça sera 60 €, 20 € par mois, plus, fois 3, ce qui permet de mobiliser éventuellement d'autres aides qui seraient nécessaires. Je parlais tout à l'heure de l'installation d'aide technique, mais là, en l'occurrence, la personne peut avoir d'autres besoins. Faut-il remplir et transmettre un dossier d'inscription à la téléassistance directement au prestataire en même temps que la demande d'ADH? Non, là, après, c'est le prestataire qui est censé prendre contact avec la personne ou la personne prendre contact avec le prestataire pour convenir du contrat qui va les relier. On peut dire que lorsqu'on fait la demande, on envoie l'accord au prestataire, donc la prestataire est au courant. Ouais. Oui, là aussi, hein, comme le précise Julie, si le prestataire est conventionné, quand nous, on fait la notification de prise en charge d'ADH, on informe le prestataire de manière à ce qu'il prenne attache avec le bénéficiaire. Est-ce que le forfait prévention peut être demandé également 2 fois par an? Oui, hein, à partir du moment où on peut avoir 2 ADH. Les aides techniques sur devis ou sur facture acquittée? Non, en fait, comme l'a dit Sandrine, les aides techniques, votre rôle, c'est de les préconiser. Après, nous, dans le cadre du contrôle d'effectivité, à ce moment-là, vous avez à disposition une liste qui permet déjà de les chiffrer, c'est-à-dire par typologie d'aide technique, ça vous permet d'avoir l'ordre de grandeur du coût de l'aide technique. Et après, nous, de toute manière, la Cour des comptes, comme on gère de l'argent public, hein, vous connaissez ça aussi dans certains établissements, la Cour des comptes nous demande de vérifier ce qu'on appelle l'effectivité, c'est-à-dire que périodiquement, on doit, sur un panel aléatoire de bénéficiaires, leur demander de nous transmettre les factures se rapportant au financement qu'on leur a attribué pour s'assurer que le financement a bien été orienté vers ce à quoi il était destiné. Donc, c'est à ce moment-là que le retraité devra nous transmettre la facture de l'aide technique. Après, si la personne, si vous avez préconisé un Réos WC et que la personne a pris un siège de douche ou un siège de bain, on va pas le notifier un indu. Ça veut dire que la personne, elle avait bien un besoin d'aide technique. Après, si l'orientation a un petit peu différé, enfin, on peut le comprendre. Quand on fait du contrôle d'effectivité, l'objectif, c'est juste de se dire qu'on n'a pas forcément vocation à financer autre chose que ce qui a été préconisé. Alors, pour les sorties accompagnées, est-ce que le forfait, cela peut prendre en charge les rendez-vous chez kiné pour personnes qui n'ont pas prise en charge transport pour ceux qui n'ont pas été financés par la CPM? Oui, hein, ça peut être une des vocations de ces transports, de cette mobilité, c'est-à-dire que ça permet à la personne d'être véhiculée, notamment, soit par par un SAD, un service d'aide à domicile, soit avec le véhicule du SAD, soit avec le véhicule de la personne. Encore une fois, on est sur 11 heures, hein, donc c'est pas énorme, mais en tout cas, ça peut pallier l'absence d'accompagnement, au moins dans un premier temps. Si le patient souhaite interrompre ses repas et qu'il a reçu les 300 €, comment cela se passe? Alors là aussi, normalement, la personne est censée mobiliser que
l'intégralité de ce qu'elle a dépensé. Après, il y a des règles de gestion un peu complexes en matière de contrôle d'effectivité qui font que normalement, il faut qu'on s'assure que la personne a consommé à minima 70% de ce qui avait été prescrit et ce qui avait été notifié dans le cadre de l'ADH. Donc, d'où l'intérêt et d'où l'importance de bien calibrer les aides pour pas qu'il y ait de difficultés et pour pas qu'il y ait d'incompréhension. Encore une fois, si dans ce que vous préconisez, vous avez la possibilité, enfin, il s'avère qu'il y aurait une marge jusqu'à 300 €, autant s'en servir pour éventuellement préconiser d'autres types de prestations à la personne plutôt que de surévaluer la prestation qu'elle ne va pas consommer. Elle peut Oui, lui donner oui, les modalités de la remboursement. personne peut rembourser, mais enfin, ça s'apparente à un indu finalement. Quelles sont les conditions de revenus pour pouvoir bénéficier du forfait de prévention de 300 €? Donc ça, c'est ce qu'a explicité Charlotte. Il n'y a pas de conditions de ressources. Ça s'adresse à toutes les personnes à partir du moment où elles relèvent du régime général, qu'elles résident en PACA et Corse, qu'elles sont dans le cadre de l'ADH. Il n'y a plus de conditions de ressources. Et encore une fois, c'est la gymnastique à bien avoir en tête, c'est que dans le cadre du forfait de prévention, il n'y a pas de participation, il n'y a pas de reste à charge, donc il n'y a pas de barème. Le niveau des ressources est important pour les heures d'accompagnement. Ça, vous le connaissiez dans le cadre des PAP et même dans le SCAR jusqu'à présent, c'est que ça détermine, en fonction du barème, le montant de la participation de la CARSAT et donc le reste à charge pour la personne. Bonjour, l'avis d'imposition n'est plus demandé. Alors, si vous l'avez, c'est bien, mais c'est pas l'ADH, encore une fois, c'est pas comme dans le cadre de la RDH, ça n'a pas changé. C'est pas un élément, comment dire, une pièce justificative incontournable dans le cadre de la demande ADH, puisque encore une fois, les personnes sont hospitalisées ou sont censées être passées par l'hospitalisation au moment de la formulation de la demande, et donc elles n'ont pas forcément ces documents-là à disposition. Donc, on est bien sur des éléments déclaratifs. C'est pas obligatoire, mais bien entendu, si vous l'avez, Oui. vous pouvez nous le transmettre. Ça permet à l'assuré de bénéficier de la bonne participation, du bon reste à charge. Le calcul, pour les plans d'aide Oscar, on calcule la participation sur la base de l'avis d'imposition. Donc, si vous l'avez, vous pouvez nous le transmettre. Ça permet d'avoir le bon taux de participation pour le bénéficiaire. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas utile de le réclamer aux assurés. En tout cas, ce n'est pas utile de retarder la demande de l'ADH pour l'obtenir. Une demande peut-elle être transmise à la CARSAT Sud-Est pour un retraité d'un autre régime une autre région séjournant chez un de ses enfants domiciliés en PACA le temps de sa convalescence? Ben oui, là, oui, on passera à 30 heures, comme l'a explicité Julie, mais du coup, voilà. Mais par contre, donc il faut que ce soit un établissement conventionné avec la CARSAT Sud-Est pour une personne qui ne réside pas en temps normal en région PACA et Corse et qui, du fait de son hospitalisation en PACA et Corse, vient s'installer chez la famille ou enfin qu'elle veut en Sud-Est. Je ne sais pas si j'étais clair, mais enfin, en tout cas, voilà, c'est un cas de figure qui est possible. Par contre, après, comme je vous l'ai dit, l'ADH, ça s'inscrit aussi dans une logique de parcours. C'est une personne qui ne pourra probablement pas bénéficier d'une aide pérenne, donc par exemple un Oscar, en PACA et Corse. Avec la prestation. Ça demande Elle devra. Là où, ouais, de son lieu de résidence. Qui est cet intervenant social? Alors, cet intervenant social, dans le cadre des appels sortants, donc la CNA vous a demandé de mobiliser un travailleur social évaluateur, donc avec qui on travaille déjà. Et en fait, nous, on a une vingtaine de structures qui nous permettent de mailler le territoire. Mais il n'y en a qu'un qui intervient sur tous les départements de PACA et Corse, c'est Sudéval. Donc, on a passé une convention avec Sudéval pour qu'ils puissent s'engager à passer ces appels. Alors, c'est des tâches qui sont pas simples,
Et donc, c'est des équipes de Sudéval qui, encore une fois, hein, c'est la vocation de ces appels, c'est pas de se substituer à un travail social, hein. Le premier appel, c'est juste de s'assurer de l'effectivité. Est-ce que la personne a bien en tête qu'elle bénéficie d'un ADH, elle a bien en tête les interlocuteurs qui sont les siens, et elle a bien pu joindre justement ses interlocuteurs ou été jointe par ses interlocuteurs. Donc, c'est pour s'assurer que c'est mis en place. Et le deuxième appel, c'est pour s'enquérir de la suite à réserver à cet ADH. Est-ce qu'on bascule bien sur un accompagnement plus pérenne? Donc, on n'est pas sur des évaluations par téléphone. On est sur simplement s'assurer de la mise en œuvre logique de l'intégration de cet ADH dans une logique de parcours. Donc, c'est Sudéval, mais ce ne sont pas des travailleurs sociaux de Sudéval qui prennent en charge ces appels. Voilà, les formulaires restent ceux de l'ADH, de la RDH, ou allez-vous nous transmettre de nouveaux formulaires? Non, non, c'est les formulaires que vous utilisez jusqu'à présent et ils sont sur le site de la CARSAT. Je vais dire. La seule chose qu'on a modifiée pour l'ADH, enfin, le formulaire interrégime, c'est l'intitulé. L'imprimé est resté identique à l'ARDH, simplement on a modifié l'intitulé et c'est une demande d'accompagnement de retour à domicile, d'aide à domicile. Accompagnement à domicile après hospitalisation. Par contre, je profite de cette question aussi pour vous dire, donc nous, on a une base de données avec toutes vos adresses mail. On a un peu, c'est sur cette base-là qu'on s'est appuyé pour faire les invitations. N'hésitez pas quand il y a des modifications, tout ça, à nous communiquer les adresses sur lesquelles vous voulez qu'on vous donne les informations. Il y a les échanges qu'on a au quotidien entre vos équipes et les nôtres hein, sur les demandes d'ADH. Mais par contre, quand on a des communications un peu officielles à faire, comme on l'a fait en fin d'année dernière avec le passage justement à l'ADH, ou là, quand on a adressé une invitation pour ce webinaire, comme je l'ai dit, l'objectif de ce webinaire, c'est aussi de réenclencher un petit peu les échanges entre vous et nous. Mais pour ce faire, n'hésitez pas à actualiser les adresses mail quand il y a lieu de le faire, en nous disant voilà sur quelle adresse on souhaite que vous nous sollicitiez quand il y a des informations à faire passer. Hein. À qui faire remonter la difficulté d'obtenir les titres de pension de retraite pour l'ADH fonction publique pendant l'hospitalisation? Ça, c'est à l'État. Parce que nous, encore une fois, on n'a que la délégation de gestion. Après, on sait que c'est compliqué. Alors, j'ai oublié de le mentionner. Je ne sais pas quel numéro Excusez-moi, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure quand je vous ai parlé des formulaires, mais moi j'ai un lien en fait qui permet de récupérer le titre de pension. Donc je pense qu'on va le mettre en fait sur le diapo pour que vous puissiez accéder et puissiez demander en fait le titre de pension si voilà, si le retraité là-bas et surtout s'il est hospitalisé et qu'il n'a personne pour récupérer un peu de liquide. Donc voilà. Merci, Julie. Ça fonctionne plutôt bien, donc. D'accord. Merci. Peut-on faire un ADH dans le cadre d'un passage aux urgences ou faut-il à minima une nuit même Non, passage aux urgences, ça suffit. Il n'y a plus de motif à rapporter. Voilà, il n'y a plus le motif des urgences n'est pas un motif comment dire éligible ou rédhibitoire. Un passage aux urgences, encore une fois, c'est aussi l'évolution un peu doctrinaire du passage de la RDH à l'ADH, c'est qu'on n'est plus uniquement sur qu'est-ce qui se passe après l'hospitalisation, mais bien l'entrée dans un accompagnement qui s'inscrit dans un parcours. Donc, un passage aux urgences, c'est potentiellement une fragilité. Et donc, du coup, c'est un moyen de repérage de personnes qui sont peut-être encore autonomes et auprès desquelles il est peut-être intéressant d'intervenir avant d'attendre que l'autonomie soit trop altérée. Est-ce toujours à nous, demandeurs, d'envoyer l'accord de prise en charge au prestataire? Alors, nous le faisons. Hein. Vous, vraiment, ce qui est capital, c'est que vous assuriez en amont qu'il est disponible, qu'il peut intervenir. Nous, après, on se charge de lui dire qu'il est bien sélectionné pour intervenir dans le cadre de l'ADH pour monsieur Michu ou madame Michu. En fait, la procédure est facturée. Au prestataire. Au prestataire. Oui, le prestataire, on
vraiment on l'informe. C'était quelque chose qu'on avait mis en place pour pallier le repositionnement du service social et le fait qu'il n'y avait plus les appels consécutifs à la mise en place de la RDH. Et on a décidé localement en Sud-Est de le maintenir, même avec la réactivation de ces appels avec Sudéval dans le cadre de l'ADH, parce qu'on trouvait que pour les SAD, c'était quand même beaucoup plus lisible et ça permettait de maximiser les chances qu'ils interviennent et qu'ils prennent contact avec la personne et donc l'effectivité de la mise en place. Est-ce que le service de chimio s'est toujours pris en charge? Oui. Oui. À la différence, j'ai vu passer une autre question sur la dialyse. En fait, pour vous expliquer la différence entre les deux, c'est que les traitements chimiaux, ils sont une temporalité et donc ils rentrent complètement dans le cadre d'une ADH, d'un ADH, pardon, on a encore du mal. Et effectivement d'une situation de rupture. Par contre, une personne qui est dialysée, c'est quelque chose qu'elle a au quotidien et donc c'est pas, on se dit qu'en fait une aide temporaire ne va pas forcément solutionner, donc on partira plus sur une aide pérenne. Et à ce moment-là, il vaut mieux partir sur un OSCAR avec une aide sur 1 an et être dans un circuit classique, on va dire, pour les personnes dialysées. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on les fait pas rentrer dans l'ADH. Je rappelle que l'OSCAR, c'est la personne qui le demande via un dossier d'aide à l'autonomie. Alors, peut-on renvoyer les ADH des patients renvoyer les ADH des patients qui ne sont pas encore sortis d'hospitalisation afin de pouvoir ajouter les nouveaux services pertinents pour le patient? Oui, je pense que c'est parce que la personne, elle n'est pas encore sortie, l'ADH a déjà été transmise et en gros, l'idée, c'est est-ce qu'ils peuvent nous renvoyer encore une modification de l'ADH pour étoffer peut-être l'ADH? Ça, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Puisqu'on a dit que c'était même le cas dans les 15 jours, donc oui, vous pouvez nous envoyer une modification, que la personne soit sortie ou pas encore. Il est vrai que pour être au plus juste, c'est-à-dire que mieux vaut rester sur une demande qui se rattache à une date de sortie proche, plutôt que d'essayer d'anticiper de trop, parce qu'effectivement, on se rend compte que parfois la personne ne sort pas à la date prévue. Et surtout que les besoins changent. Et que les besoins changent. Donc, comme ce que vous avez, la question qui était très pertinente, mais pour le coup, ce qui va être intéressant, c'est peut-être de justement ajuster l'envoi de votre demande ADH. Et du fait aussi, et c'est comme l'a rappelé Charlotte, c'est pour ça que ça a été prolongé en termes de délai. Vous avez jusqu'à 15 jours après la sortie d'hospitalisation pour justement faire la demande. Donc, plutôt que d'anticiper forcément la demande sur une date prochaine, mais assez lointaine, vous pouvez justement, une fois la sortie actée et effective, nous faire la demande dans les 15 jours. Si Sandrine, est-il possible de nous envoyer un nouveau mémo mis à jour afin d'avoir un support lors de nos entretiens avec les bénéficiaires? Alors, déjà, on va vous envoyer le support, là. Et on a mis à jour le mémo. Voilà, et le mémo, donc vous aurez tous les éléments. Dans le cadre des aides techniques pour les petits travaux, est-ce que vider un logement peut être pris en charge? S'il s'agit d'un logement encombré du fait, par exemple, d'un syndrome de Diogène, on n'est pas sur des petits travaux, on va être sur des gros travaux de nettoyage. Donc, dans ce cas-là, c'est dans la catégorie gros travaux de nettoyage qu'il faudra solliciter une prise en charge maximum de 200-300 €. Après, honnêtement, pour des syndromes de Diogène, de la petite expérience qu'on a, les SAD, c'est rare qu'ils interviennent. C'est-à-dire que souvent, pour les travailleurs, pour les intervenants à domicile, en général, ils ne sont pas formés pour pouvoir intervenir dans un logement qui est tenu par une personne qui a un syndrome de Diogène. Là, pour le coup, je vous invite plutôt à solliciter des structures qui sont plutôt, comment dire, qui sont spécialisées dans l'accompagnement des personnes qui ont le syndrome de Diogène, c'est-à-dire qu'elles les accompagnent jusqu'à ce qu'on puisse commencer à intervenir chez elles. Parce que le principe du syndrome de Diogène, c'est que souvent les personnes, elles ne voient aucun inconvénient à continuer à vivre dans le cadre dans lequel elles vivent. Et
Et c'est pas évident de faire intervenir quelqu'un. Et simplement de dire on va exposer des SAD en leur disant allez chez la personne et vous allez désencombrer, souvent c'est pas suivi d'effet parce qu'il y a un trop gros décalage entre la réalité de la situation et les capacités d'intervention de ces SAD. Donc ça peut se faire via les gros travaux si la personne a déjà fait un cheminement, mais sinon, je vous invite plutôt à solliciter les structures. J'en connais sur Marseille, il y en a d'autres dans les Alpes-Maritimes, je ne connais pas toute la région, mais il y a des structures qui sont spécialisées dans l'accompagnement des personnes qui sont identifiées comme ayant un syndrome de Diogène. Nous avons un service HDJ, neuro. Pouvons-nous déclencher des demandes ADH? Encore une fois, si on est sur un établissement qui est conventionné, ben non. C'est pas possible. Salle de jour, non, c'est pas possible. Et le forfait prévention est-il soumis au barème de revenus? Je n'ai pas compris, donc je le redis, hein, non. En fait, le principe du forfait de prévention, c'est que c'est une participation à 100% de la CARSAT jusqu'à concurrence de 300 €. Quelles que soient les ressources de la personne, donc c'est pour ça qu'on participe à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reste à charge, il n'y a pas de barème pour le forfait de prévention. Où trouver le catalogue des aides techniques? Donc ça, vous allez l'avoir avec le support. Bonjour. Auriez-vous la gentillesse de nous transmettre les barèmes actualisés? Alors, comme on est gentil, eh ben oui, on va vous les transmettre. Alors, bonjour. Bonjour. Bonne question. Bonjour. Le forfait prévention et les heures d'accompagnement sont-elles cumulables? Oui. Oui, c'est bien le principe, hein, c'est-à-dire que l'ADH, c'est un agrégat des heures d'accompagnement et du forfait de prévention. Donc, une personne peut avoir des heures pour l'aide au ménage et pour l'aide au linge, jusqu'à concurrence de 54 heures, et en plus du forfait de prévention pour financer des aides techniques ou de la mobilité ou du portage de repas. Hein, c'est bien cumulable. L'ADH est-il compatible avec le nouveau crédit d'impôt immédiat? Les prestataires ont des discours divergents, merci. Alors, normalement, oui. Après, les pratiques des SAD, effectivement, ça, je les connais pas toutes. Mais normalement, le crédit d'impôt, ça s'applique à la personne. Donc, après, que les SAD n'aient pas tous envie de l'appliquer de la même manière, ça, je ne peux pas vous répondre pour eux, mais le crédit d'impôt, il s'adresse à la personne. Donc, il est pour tout le monde. Vous n'avez pas évoqué l'ADH moins de 60 ans. Y a-t-il des changements? Merci. Alors, je précise, hein, nous, on est CARSAT, donc on s'adresse qu'à des retraités. Donc, pour les moins de 60 ans, ce n'est pas notre propos et je ne peux pas vous renseigner. Là, il faut que vous vous rapprochiez de la CPAM. Hein, encore une fois, nous, ça s'adresse qu'à des personnes qui sont retraitées. Merci pour votre présentation. Ben, de rien. Merci à vous de participer. Les personnes peuvent-elles faire appel au gré à gré ou mandataire? Alors, la réponse est non. En fait, on n'est que sur du mode prestataire. Ça, c'est vraiment une exigence de l'assurance retraite. Mais comme l'a évoqué Charlotte, il peut y avoir sur certains territoires très ciblés quelques zones blanches sur lesquelles il n'y a pas forcément d'intervenants identifiés ou ponctuellement, à certaines périodes, on sait que par exemple pendant l'été, des fois il y a des zones qui sont beaucoup plus tendues avec des SAD qui sont en effectif un peu plus réduit et qui là où d'habitude ils arrivent à absorber, ben là ils n'arrivent pas à absorber. Donc on va dire dans le régime de l'exception, il peut y avoir, mais ça il faut le justifier, il peut y avoir éventuellement un autre mode de fonctionnement que le mode prestataire. Le mode mandataire, c'est vraiment quelque chose qu'on exclut parce que c'est le prestataire qui fait le lien avec la personne, mais du coup, ça reste la personne qui est employeur. On préfère du coup être plutôt dans le gré à gré. Et encore une fois, ça relève du régime de l'exception. Calcul participation ADH du patient se fait-il sur revenu fiscal de référence? Non, c'est sur le revenu brut global, hein, qui est sur l'avis d'imposition. Donc, je crois que c'est la 4e ligne de l'avis d'imposition. Nous n'étions pas dans vos invitations, nous avons eu l'info par des collègues. Et bien donc, envoyez-nous vos adresses mail pour qu'on les actualise parce qu'on a écrit à tous les contacts qu'on avait. Merci d'avance pour le lien. Ben voilà, on va vous envoyer le lien. Merci beaucoup pour le lien. Hein, on va vous l'envoyer. Le lien pour la fonction publique est le bienvenu. Merci. Donc, je dis, vous avez l'impression, il faut envoyer le lien. Bonjour, nous sommes AS à la clinique Saint-Martin. Nous n'avons pas confirmé notre présence, mais nous avons pu nous connecter à la réunion.
pourrions-nous, malgré cela, recevoir le compte-rendu et les éléments complémentaires? Ben, là aussi, envoyez-nous votre adresse mail de manière à ce qu'on puisse vous faire passer tous les éléments. Bonjour, ASS stagiaire du CH d'Arles. Pour le portage de repas, la prise en charge est bien plafonnée à 300 € sur les 3 mois, merci. Oui, oui, à partir du moment où ça rentre dans le forfait de prévention, c'est une prestation qui, de toute manière, est plafonnée. Alors, je dirais, si je suis pervers, c'est plafonné aux besoins de la personne. Et pour ce qui concerne la participation de la CARSAT, c'est jusqu'à 300 € sans reste à charge pour la personne dans le cadre du forfait de prévention. Et, c'est ce que disait Sandrine, on est uniquement sur le portage. Peut-on faire remonter que la demande de la prise en charge des portages de repas est très demandée par les patients en dépannage de sortie d'hospitalisation et que le reste à charge pour les faibles revenus est trop important? Alors, ok, vous pouvez le faire remonter, d'ailleurs vous l'avez fait, mais encore une fois, on a bien conscience que le dispositif qu'on propose avec l'ADH, il ne couvre pas, dans certaines situations, l'intégralité des besoins des personnes. Cela dit, vous voyez qu'avec la réponse précédente que je viens de faire, le portage de repas, en l'occurrence, pour une personne qui en aurait besoin, et sur la logique uniquement du portage, on va jusqu'à concurrence de 300 €. Donc après, ça peut être compliqué pour la personne de compléter le financement. Mais encore une fois, on est sur des prestations extra-légales, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des droits. On vient essayer de donner un coup de pouce à des personnes en difficulté, mais on ne couvre jamais l'intégralité des besoins, on en a conscience et on en est désolé, mais c'est comme ça que l'assurance retraite est positionnée. Autant l'APA, par exemple, est un droit, c'est un financement qui est fait par les impôts, autant l'action sociale de la CARSAT, c'est de l'extra-légal, c'est financé par les cotisations en retraite, et il y a une enveloppe qui est prélevée pour soutenir les retraités, mais ça n'est pas un droit. Pouvez-vous nous confirmer que le montant du repas n'est pas pris en charge? La participation minimum est de 5 €. Par conséquent, le repas fixé à 13 €, le bénéficiaire devra régler 8 €. Merci. Oui, c'est bien ça la logique. La logique, c'est encore une fois de financer uniquement la livraison. Sandrine l'a évoqué, on avait un peu dépassé ça quand on était encore sur les ARDH avant Oscar avec les 1 800 €. Et on finançait le repas en lui-même, mais on a été un peu repris par la patrouille CNAV et donc on s'est conformé aux injonctions nationales, on ne finance que le portage. Le crédit d'impôt s'applique-t-il bien au reste à charge? Oui, en fait, c'est à partir du moment où, enfin après je ne connais pas les modalités dans leurs détails, je ne suis pas dans les trésoreries, mais en gros, la personne déclare bien ce qu'elle a dépensé et normalement, je crois qu'il y a eu une évolution législative il n'y a pas si longtemps que ça. Normalement, les personnes ne font plus l'avance. C'est-à-dire que c'est plus vraiment un crédit d'impôt. C'est-à-dire que, et c'est là où je pense que ça fait écho avec la question des précédentes sur le fait que les SAD ne l'appliquent pas tous de la même manière, c'est que normalement, la personne n'a plus à faire l'avance. Et ça doit être le SAD qui doit après pouvoir l'obtenir auprès du fisc. Et j'imagine que certains ne souhaitent pas, enfin, je pense que c'est un peu chronophage pour certains SAD, mais c'est les personnes qui le déclarent, oui. Pour les modifications possibles durant les 15 jours, peut-on augmenter le nombre d'heures d'accompagnement initialement demandées? Par exemple, demander 4 heures d'aide au domicile par semaine au lieu de 2 heures. À partir du moment où on reste dans les 54 heures, oui, ça fait partie des modifications possibles. Par contre, ça ne peut pas excéder les 54 heures. Bonjour, comment se passent les réponses aux alertes que nous vous envoyons sur le site de la CARSAT dans le tableau de bord suivi Oscar? Des évaluateurs. Mais là, on n'est pas sur les ADH, là, hein, parce que dans le cas des ADH, il n'y a pas d'alerte. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui a posé la question, mais ça ne me semble pas être un établissement sanitaire. Après, qu'est-ce qui se passe pour les alertes? On les traite. Voilà. Mais là, on est un peu hors périmètre par rapport à la présentation d'aujourd'hui. Je n'ai pas vu toutes les questions. Non, c'est des adresses mail qui me sont transmises. Ah, d'accord, ok. Pardon, ma question portait sur la nouveauté 2024 avec les prestataires, le crédit d'impôt immédiat. Voilà. Alors, en effet, le crédit d'impôt basique est compatible, mais il paraît que le crédit d'impôt individuel n'est pas compatible. En savez-vous plus? Non, je vous ai dit tout ce qu'on savait. Je n'ai pas d'informations complémentaires.
Et c'était la dernière question. Bon, ben, désolé, du coup, on vous a mobilisé peut-être un peu plus de temps, mais du coup, ça nous a permis de répondre en direct aux questions que vous avez posées. Donc, vous avez compris que l'objectif aussi, c'était que ben, vous puissiez nous identifier, et je pense qu'on ne l'a pas fait apparaître, mais ce qui va... On a prévu un petit retour sur ce webinaire, donc si vous avez le temps, je sais que votre temps est compté, mais bon, voilà, tout pour nous dire si ça vous a convenu et si ça répondait quand même à certaines de vos attentes. Et surtout... Pardon? Ouais, en principe, c'est assez rapide. Et surtout, voilà, on vous a donné l'adresse de contact. Donc, c'est marseille@carsat-sud-est.fr. Ça vous permet vraiment de nous poser toutes les questions. Et encore une fois, on est à votre disposition. On n'est pas nombreux. C'est difficile des fois de se déployer sur toutes les régions PACA et Corse. Nous, on est basé à Marseille. On a une petite équipe qui est aussi à Nice. Mais s'il y a besoin qu'on rentre un peu plus dans le détail et qu'on ait des présentations un peu plus étoffées où on présente un peu plus en détail l'intégralité de l'offre de service pour mieux identifier comment s'insère l'ADH dans l'ensemble de l'offre de service. On est à votre disposition pour essayer de caler ces interventions, que ce soit en présentiel ou sous forme de webinaire pour éviter peut-être certains déplacements. Donc, n'hésitez pas à le formuler. On vous remercie pour le travail que vous faites au quotidien. On sait que c'est dans des conditions qui ne sont pas toujours simples. On a des fois des incompréhensions mutuelle. C'était important pour nous de reposer un petit peu le dispositif pour que vous ayez bien en tête un petit peu si je puis dire, la philosophie d'ensemble. N'hésitez pas à nous solliciter. On vous propose ces dispositifs de manière humble. On a conscience qu'ils ont leurs limites, mais c'est aussi des dispositifs qui sont mis à votre disposition et qui, s'ils sont utilisés pour ce à quoi ils sont destinés, à ce moment-là, peuvent éventuellement répondre à certains besoins. Donc, un grand merci pour votre attention, un grand merci pour votre engagement aussi au quotidien. Quelqu'un de nous, s'il est possible de nous contacter par téléphone. Ah, Par téléphone? Ah, je veux dire, dans le cas des ADH? Je pense peut-être que là, dans le cadre après, pour des échanges. par exemple, moi, je sais que des fois, des personnes nous envoient un mail, Demander question, voilà, de les contacter via l'adresse mail Marseille RDH et on les recontacte. Oui, si on a bien compris la question, quand vous nous envoyez un mail sur Marseille RDH, vous nous dites est-ce que vous pouvez me recontacter à ce numéro et on vous rappelle. OK. Merci beaucoup. Encore une fois, vous retrouverez l'enregistrement dans le fil de discussion. Bonne journée à vous, bon courage et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée.